il est vrai que j'ai publié ce livre, donc Le Divin Marché, en septembre-octobre 2007. Et quand ce livre est paru, on m'a dit, écoute, c'est très bien, etc., mais tu n'y es pas du tout. Le marché, ça marche. Et c'est ça, au fond, que j'ai mis en question. Ce principe, effectivement, vient de Bernard de Mandeville, 1704, qui a écrit une fable que je vous recommande de lire parce qu'elle est sur l'Internet. C'est une fable à la façon des fables de La Fontaine. Ça s'appelle donc La fable des abeilles et ça raconte l'histoire d'une ruche. D'une ruche où tout le monde est un petit peu voleur sur les bords. Tout le monde escroque un peu les autres. Mais, dit-il, la ruche est riche. Et puis, comme on est quand même au début du XVIIIe siècle, il y a encore des idées religieuses classiques qui sont présentes, les coquins se sentent un petit peu coupables et donc décident un beau jour de devenir honnêtes. Et donc les commerçants ne volent plus, on ferme les maisons closes. Et qu'est-ce qui s'ensuit ? Il s'ensuit que, par exemple, les prostituées qui avaient besoin de beaux habits pour séduire leurs clients n'ont plus besoin de rien puisqu'elles sont devenues vertueuses, elles sont rentrées au couvent. Et donc, les couturiers qui faisaient de beaux habits deviennent pauvres. Les couturiers qui demandaient des draps aux drapiers ne demandent plus rien. Donc, les drapiers sont dans de beaux draps. Et la ruche étant honnête, donc devenue honnête, eh bien la ruche entre en décadence. Comme dans toute fable, il y a une morale, donc la morale, c'est les vices privés font la vertu publique. Alors, il y a un sous-titre à cette fable qui est extrêmement intéressant, parce que c'est là que naît véritablement l'anthropologie libérale. Écoutez bien, soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi, vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. C'est ça l'anthropologie libérale. Donc c'est la libération, c'est pour ça qu'on appelle ça libéralisme, parce que c'est la libération des vices privés, c'est-à-dire des passions privées, de ce qu'on va appeler plus tard, à l'époque de Freud, les pulsions. Le libéralisme d'origine anglo-saxonne, donc Bernard de Mandeville, puis après Adam Smith, le père de l'économie politique, qui s'inspire de Bernard de Mandeville. Et puis il y a les autres lumières, qui sont les lumières allemandes, les lumières transcendantales, qui eux ne sont pas pour, par exemple, Kant, puis Hegel, qui eux ne sont pas pour la dérégulation morale, mais sont au contraire pour la régulation morale. Alors, on a vécu depuis cette époque-là une époque étrange qu'on appelle la modernité. La modernité, c'est la coexistence non pacifique du libéralisme anglais et du transcendantalisme allemand. Les Français, ils sont entre les deux. Ça marche comme ça pendant 2 siècles. Et puis, il se trouve qu'on peut dater assez très précisément l'effondrement du transcendantalisme et la libération du libéralisme. Le moment où le libéralisme peut aller jusqu'à ses dernières conséquences et devient donc ultra-libéral. C'est aux alentours des années 67-69, nous disent les économistes, parce que le capitalisme rencontre un certain nombre de butées et un certain nombre de penseurs du capitalisme s'aperçoivent qu'ils pourraient faire plus de profit. Et donc, ce qui les empêche de faire plus de profit, c'est l'idée d'un État-providence, l'idée de la redistribution, c'est l'idée d'une régulation. Et puis, cette idée prend de plus en plus d'extension jusqu'à 1980-81, avec donc ce couple infernal, si vous voulez, Reagan-Thatcher, qui va déréguler à tout va et nous lancer dans cette aventure libérale dans laquelle nous sommes pris maintenant depuis 30 ans, avec les conséquences que l'on sait, et où il s'avère que le principe de l'économie libérale, c'est-à-dire les vices privés font le bien public, est un principe faux, mensonger,
Parce que les intérêts ne s'auto-harmonisent pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est toujours les intérêts plus forts que les autres qui l'emportent au détriment des intérêts moins forts que les autres. Les conséquences sont, je dirais tout simplement, les conséquences effroyables que nous vivons, qui est l'effondrement de ce système, l'effondrement sous nos yeux de ce système. Les scandales des entreprises qui se succèdent depuis 10 ans, par exemple Enron, WorldCom, Tyco, Vivendi, Parmalat, Adecco, Morgan Stanley, EADS, Siemens, etc., sont des crises qui sortent directement de ce principe où le profit maximum, le gain maximal est visé au détriment de toute régulation. Ce système fonctionnait selon l'idée qu'il allait produire une richesse toujours supérieure. Voilà la promesse. C'est pour ça que c'est un divin marché. C'est parce que d'une part, il y avait une providence qui est dite par Adam Smith, d'origine divine. C'est ça la main invisible du marché. Production infinie de la richesse. Obsession, à l'heure actuelle, par exemple, des produits intérieurs bruts qui doivent toujours augmenter d'année en année. Donc l'idée de la production infinie de la richesse est fausse. Et puis aussi, il y a une contradiction fondamentale entre la production infinie de la richesse et puis les ressources limitées de la Terre. Alors, on dit, si on rétablit le système financier, ça va repartir, ça va marcher. Et je crois que c'est une erreur grave. Parce que, tout simplement, le libéralisme, l'ultralibéralisme, c'est-à-dire ce libéralisme financier dérégulé, n'a pas du tout fait que saper les bases de la finance et de l'économie marchande mondiale, tout simplement parce que ce sont toutes les grandes économies humaines qui ont été atteintes. Premièrement, ce qui a été atteint, c'est l'économie politique. On a dit que si tout ça s'autorégule tout seul, il n'y a plus besoin de politique. Le gouvernement est désuet. Donc, les gens qui ont pris le pouvoir à partir des années 80 ont pris le pouvoir pour casser le pouvoir. Et ils ont occupé, parfois de façon tonitruante, le pouvoir pour saper la fonction régulatrice de l'État et défaire l'État. Les actionnaires ont pris le pouvoir et ont acheté les patrons pour qu'ils ne poursuivent plus des buts industriels, mais des buts financiers. Et donc, du coup, le troisième partenaire, le salariat, est devenu quelque chose dont on peut se débarrasser. C'est un salariat Kleenex. Destruction du tissu industriel, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il n'y a plus une entreprise, depuis le règne de Mme Thatcher en Angleterre, il n'y a plus une entreprise de voitures, il n'y a plus rien qui se fabrique, il n'y a plus des services. Il y a l'apparition de ce que j'ai appelé, vous en avez parlé, les groupes égo-grégaires. Pourquoi égo-grégaires ? Parce que le marché est une promesse de satisfaction qui est faite à chacun d'entre nous, puisqu'on nous dit vous pouvez désirer tout ce que vous voulez, n'importe quoi, le marché vous fait la promesse de vous offrir l'objet manufacturé, le fantasme construit sur mesure qui peut satisfaire une appétence quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont attrapés par leur ego, puisqu'on dit « Ah oui, ça j'en ai besoin, je le prends ». Quand vous attrapez l'objet, vous êtes attrapé par l'objet. Nous passons de cette économie du désir à une économie de la jouissance. La jouissance, vous me direz, c'est chouette, c'est beau. Mais c'est pas cette jouissance-là dont il est question, c'est la jouissance immédiate, de la chose qui doit être consommée tout de suite. Moi, je dis, tant mieux que ça pète, tant mieux que ça saute, parce que ça va nous permettre d'essayer de penser autre chose. Et je crois qu'on est tous requis pour penser à autre chose. Je ne suis absolument pas pessimiste, mais il faut avoir le tableau général des désordres dans les grandes économies humaines. Et je crois que c'est mon... Quel est le rôle du philosophe ? Le rôle du philosophe, je crois que c'est d'essayer justement de permettre de penser un peu tout ça d'un cadre général pour montrer la cohérence de l'ensemble de ces phénomènes. Et je crois qu'on a intérêt à le penser. On a vraiment intérêt à le penser. Parce que si on ne le pense pas vraiment, si on ne trouve pas de solution, il y aura des émeutes. Les populations trop déboussolées à un moment donné se mettent en recherche de l'homme providentiel et elles ont cru le trouver dans la personne de Hitler, avec les exutoires, avec les boucs émissaires, etc., etc. Donc je crois que l'heure est grave. Je vous remercie.